Que reste-t-il du communisme malgré son absence aux deux dernières élections présidentielles? Le PCF se maintient, mais pour combien de temps encore peut-il se régénérer? PCF, parti pour durer, c'est le thème de notre émission à laquelle 3 invités particulièrement impliqués ont accepté de participer. Tout d'abord, Marie-Georges Buffet, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée communiste ici à l'Assemblée nationale, mais également ancienne secrétaire nationale du PCF entre 2001 et 2010. Juste à côté de vous, il y a la nouvelle génération, représentée ici par Camille Lenné. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France depuis l'année dernière. Et enfin, Guillaume Roubaud-Kouachi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, chercheur au Centre d'histoire sociale du XXe siècle et vous avez coécrit cet ouvrage « Lénine dans la Révolution » paru aux éditions Le Temps des Cerises. Alors, pour se projeter dans l'avenir, souvent il faut regarder le passé. Retour en 1969, élection présidentielle et le Parti communiste représenté par Jacques Duclos à l'époque récolte 21,27% des voix. Marie-Georges Buffet, vous aviez 20 ans à l'époque, l'âge de Camille Lenné. Est-ce que vous étiez déjà militante, déjà encartée? Comment ça s'est passé à cette époque-là? Je venais d'adhérer et j'avais fait mai juin 68 avec des itinéraires un peu gauchistes. Bon. Et puis j'ai rejoint le Parti communiste français et c'était ma première campagne électorale, la campagne de Jacques Duclos. Et mon souvenir de cette campagne, c'est le grand rassemblement de la jeunesse à Saint-Ouen, où Jacques Duclos, qui était petit, je me rappelle, avait une petite estrade derrière le pupitre, et avait enflammé la jeunesse par un discours, comme il savait en faire, très, très fort, très, très tourné vers l'avenir. Et pour moi, c'est le démarrage de ma vie militante au sein du Parti communiste. Guillaume Roubaud-Kouachi, vous travaillez en ce moment sur les jeunes communistes entre 1945 et la fin des années 1970. C'était quoi être communiste dans les années 50, 60 ? Il y a une vraie différence, à vrai dire, entre les années 50 et les années 60, parce qu'au début des années 50, on est en pleine guerre froide, et être communiste dans cette période-là, c'est prendre plein de risques, c'est s'exposer, dans le cadre des combats anticolonialistes, s'exposer aux forces de police, à la prison. Il y a un dirigeant communiste qui est décédé récemment, qui s'appelait Henri Malberg, qui était par exemple un dirigeant de la jeunesse communiste à cette époque-là, qui, parce qu'il manifeste pour l'indépendance du Vietnam, eh bien, il se retrouve à la suite de cette manifestation arrêté, entraîné par la police. Donc il y a vraiment des risques importants au début des années 1950 et ça continue plus ou moins quand même avec des manifestations qui restent difficiles. On pense par exemple au début des années 1960 encore à la grande manifestation de Charonne qui se conclut tragiquement pour 8 militants dont 7 militants communistes. Donc évidemment, il n'y a pas que cette dimension tragique, on l'a vu un peu dans le film, il y a aussi beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de partage, beaucoup de solidarité, beaucoup de grands moments de fraternité. C'est vrai que on le voit bien dans le film à la fête de l'humanité, il y a beaucoup de choses. Quelques années plus tard, 1969, comment ça se passe alors à ce moment-là? Alors là, on est dans un contexte qui est très différent parce que, comme l'a dit Marie-Georges Buffet, il y a eu 1968. Et là, évidemment, c'est un moment d'intense mobilisation populaire et de la jeunesse en premier lieu, mais avec une nouveauté du point de vue de la force, qui est la concurrence assez grande des forces d'extrême gauche, avec lesquelles il y a une rivalité quand même assez vive, disons. Et donc, 1969, il y a un enjeu. Est-ce que le Parti communiste finalement va s'effondrer, c'est un petit peu ce qu'on dit, parce qu'il y a une nouvelle génération, il y a Alain Krivine, il y a tous ces gens-là, ou est-ce que le Parti communiste va réussir à... Alors le Parti communiste au début veut faire l'union la plus large en 1969, comme il l'a fait en 1965, mais il ne parvient pas à le faire, puisque les socialistes préfèrent se rapprocher du centre, lancent la candidature de Gaston Defferre, et évidemment, les forces d'extrême gauche ne veulent surtout pas de rassemblement avec le Parti communiste. Ils pensent au contraire qu'ils vont lui passer devant et le dévorer. Et en réalité, Jacques Duclos, sur une ligne très unitaire, va faire un score absolument épatant puisqu'il va rater de très peu de la qualification au deuxième tour. Il est arrivé 3e en effet. Comment on militait à l'époque, Marie-Georges Buffet? Peut-être avec les réseaux sociaux en moins, mais de la même façon. Il y avait des cellules qui ont quasiment disparu, hélas, c'est-à-dire des organisations sur chaque quartier. Okay. Moi, j'étais en cité universitaire, mais j'appartenais à la cellule locale de mon quartier. Et je me rappelle de souvenirs, on tirait les tracts à la Ronéo, cet affreux instrument où on sortait toujours avec de l'encre quelque part. Et puis, on allait à la rencontre des gens dans le quartier, au porte-à-porte, sur les marchés. C'est-à-dire ce qui reste du militantisme encore aujourd'hui, la campagne des législatives ou de la présidentielle. J'ai été distribuée, j'ai fait des rencontres, j'ai été sur les marchés parce que les réseaux sociaux, c'est un formidable atout. Mais ça n'empêche pas
ça ne remplace pas le contact humain. Bien sûr. Parce que le contact humain, vous débattez réellement. Et vous débattez et vous créez un rapport qui permet de créer une confiance et donc d'avancer sur les idées. Voilà. Les réseaux sociaux, c'est souvent parfois des déchaînements un peu irrationnels. Peut-être superficiels aussi. Voilà. Mais d'un autre côté, on l'a vu avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon, l'utilisation des réseaux sociaux qui ont répercuté toutes les grandes interventions de Jean-Luc Mélenchon sur la culture, sur la paix à Marseille, etc., ont donné une force considérable à sa candidature. Est-ce que vous vous retrouvez, Camille Lenné, dans ce que vous venez d'entendre, dans le militantisme d'aujourd'hui ? Bien sûr, ouais. Évidemment, le militantisme quotidien d'un jeune communiste aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2017, ça reste quand même évidemment beaucoup de contacts humains et ce que dit Marie-Georges, quoi. C'est-à-dire que nous aussi, pendant toutes les campagnes électorales et en dehors, parce que les communistes, c'est aussi ça leur force, c'est de militer en dehors des campagnes électorales, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Bien sûr, parce qu'on milite bien sûr pendant les campagnes électorales, mais on a un militantisme de terrain quotidien. C'est ça aussi la différence, c'est la force des communistes encore aujourd'hui. Et évidemment, on essaye de saisir tous les nouveaux moyens de communication. En plus, alors ça touche tout le monde. C'est vrai qu'on parle beaucoup des jeunes et des réseaux sociaux. Et maintenant, les réseaux sociaux s'étendent à tous les pans de la société. Après, c'est très fort et très poussé chez les jeunes. Donc, on essaye vraiment de s'en servir y compris de construire des... On a construit un nouveau site internet, les jeunes communistes. On essaye de faire en sorte de faire des choses qui sont nouvelles et dynamiques, quoi. De vous moderniser quelque part ? Oui, on essaye de se moderniser, bien sûr, ce qu'on réussit, puisqu'on est sur tous les réseaux sociaux possibles, y compris Snapchat, etc. Donc, mais c'est aussi des applications pour téléphone. Voilà, c'est des applications qui, en fait, c'est important de le faire aussi. Mais bien sûr, ça n'enlève pas le reste, quoi, les autres moyens de militer, quoi, c'est-à-dire le contact humain, le porte-à-porte, distribuer les tracts, tout ça, c'est des choses qui sont liées, évidemment, et je pense qu'il faut faire les deux. Guillaume Robocouachi, est-ce qu'on s'engage aujourd'hui de la même façon, ou est-ce que le militantisme a quand même évolué dans l'engagement, dans le fond ? C'est difficile de répondre à votre question parce que, pour une part, le monde est tellement différent. Là, évidemment, vous nous avez amené avec ce film en plein dans un monde où l'Union soviétique, évidemment, a une place importante. Évidemment, ce monde est un monde qu'on n'a même pas connu d'un point de vue de génération. Les nouvelles générations ici sont nées, cette Union soviétique n'existait pas. Donc évidemment, c'est un rapport différent. Mais en même temps, on se doute bien qu'adhérer au Parti communiste dans les années 1960, ce n'est pas un rapport absolument exclusif avec l'Union soviétique. Donc en réalité, les motivations qui pouvaient amener à adhérer au Parti communiste dans les années 60 et aujourd'hui peuvent pour une part être les mêmes, c'est-à-dire vouloir plus de justice, vous pensez que les questions d'exploitation, comment dire, le mépris de classe aussi parfois qui touche le grand nombre des salariés, pensez que tout ça sont des choses qui sont anormales et qu'il faut que ceux qui travaillent aient plus leur mot à dire, aient plus de droits et la possibilité de mener la barque, disons. Donc il y a forcément des éléments qui sont communs. Mais évidemment, il y a des éléments qui n'ont rien à voir parce que le monde est très différent. Mais en même temps, il me semble que le fait que l'hémorragie, disons, le vrai recul historique du Parti communiste, qui est des années 1980-1990, qui s'est interrompu, grosso modo, dans la première décennie du XXIe siècle, je pense qu'il est peut-être lié aussi aux évolutions du monde dans la dimension de la crise du capitalisme. C'est-à-dire que là, on est dans un monde qui est un peu différent, et peut-être que ça joue aussi pour plus fort, disons, peut-être, pour rejoindre le Parti communiste. Marie-Georges Buffet. Moi, je dirais que c'est quand même différent. Parce que lorsqu'on adhérait au Parti communiste dans les années 70, comme moi, 69, 70, il y avait un immense effort d'éducation populaire. Dans chaque réunion de cellule, il y avait des rapports. On apprenait donc des choses. Il y avait les écoles du parti. Et l'engagement était plus idéologique qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a parfois l'impression qu'en politique, on va se servir. Moi, j'ai été étonnée de certaines déclarations de gens qui disent « j'ai choisi tel parti parce que ça me permettait de... » Voilà. Parce qu'il y a un recul du débat politique, qu'on le veuille ou non, dans la société. De manière générale dans la société. On a l'impression qu'aujourd'hui, faire un discours, porter des idées, porter un projet de société, c'est ringard. Puisqu'on nous explique, notamment les gens au pouvoir en ce moment, qu'il faut du pragmatisme et que le seul souci, le souci essentiel, ça serait d'être en dessous des 3% de déficit public, sinon rien n'est plus possible. À l'époque, il y avait un débat politique entre gaullistes, entre communistes, entre socialistes, sur une vision de la société, des rapports humains, etc. Et donc, on se formait. Moi, quand j'ai été élue au comité central, j'étais terrorisée, et je n'ai pas pris la parole pendant plus d'un an.
Et à un moment, il y a Fajon, qui était un dirigeant extrêmement respecté, qui est venu me cogner sur l'épaule et me dit « C'est bien d'être modeste, mais il faudrait quand même que tu te décides un jour à parler. » Parce qu'il y avait le respect d'une parole construite. On Parfois, ne disait pas n'importe quoi, n'importe quel moment. Parfois, en ce moment, on lève la main, on dit n'importe quoi, et puis bon, il n'y a pas de conséquences. Bon. Ouais. Il y avait quand même cette... Enfin, il faudrait qu'on retrouve, et je ne suis plus à la direction du parti, mais j'ai lu quelque part, qu'on recherchait de nouveau à jouer ce rôle d'éducation populaire, qui est pour ma part essentiel. Empêcher que les gens soient manipulés par les petites phrases, etc. Ça demande de l'éducation populaire. Ça vous parle ? Oui, bah parce que c'est certain que malheureusement, il y a quand même un caractère un peu, j'allais dire, arriviste de la politique aujourd'hui, quoi. Et puis il y a quand même... en tout cas chez les jeunes, un désespoir un peu de justement tout ce qui se passe en politique, de dire de toute façon c'est magouille et compagnie. Moi je l'entends beaucoup ça, et en plus on va pas se le cacher, mais la campagne présidentielle, les différentes affaires, l'affaire Fillon et tout ça, forcément ça dégoûte beaucoup, en tout cas les jeunes, quoi. Et nous, en tout cas ce qu'on porte les jeunes communistes, c'est de dire nous on est une organisation de jeunesse enfin c'est des jeunes qui font de la politique pour les jeunes. Donc du coup l'idée c'est de dire en fait chacun a son mot à dire, et en fait un peu ce que dit Marie-Georges, mais faire de l'éducation populaire en disant en fait ta parole elle compte, mais du coup c'est bien qu'on construise des choses tous ensemble et qu'on arrive à les porter. Et en fait faire de la politique ça a aussi un sens noble, mais je pense qu'il faut réussir à retrouver ça, quoi. En gros, on ne fait pas de la politique de manière utilitariste, on fait de la politique pour le commun, pour tout le monde, et pour réussir à construire des choses. Alors après, par contre, on a tendance aussi à dire que les jeunes ne font pas de politique aujourd'hui, ce qui n'est pas vrai non plus, parce qu'en fait, faire de la politique, c'est pas toujours être partisan, entre guillemets, quoi. Par exemple, je dis souvent de cet exemple-là, mais se mobiliser dans son immeuble ou dans son quartier parce qu'il y a une expulsion locative, ça c'est faire de la politique, même si c'est pas forcément partisan. Mais du coup, c'est justement comment on construit à partir de tout ça, en fait, et de cet engagement-là, comment on arrive oui, puis comment on arrive, nous, en tout cas en tant qu'organisation, à matérialiser tout ça et à faire en sorte que donner le goût de l'engagement et dire s'engager aujourd'hui, être adhérent au Parti communiste, mais à la jeunesse communiste, machin, ça a un vrai sens en fait dans la vie. Alors on le touchait du doigt tout à l'heure, sur le papier. Aujourd'hui, les raisons de s'engager dans le mouvement communiste sont probablement plus nombreuses qu'hier. Le capitalisme est en crise. On entend partout, certains même surfent sur ces idées d'esprit de commun, de partage, de solidarité, d'égalité. Et pourtant, les citoyens ne se ruent pas vers le Parti communiste. Comment vous l'expliquez, Marie-Georges Buffet ? Je pense parce que le Parti communiste tarde à présenter un nouveau projet. Quand je dis nouveau projet, ce n'est pas les propositions. Nous avons des propositions sur toute une série de situations, de problématiques, etc. Nous avons beaucoup travaillé toutes ces dernières années pour moderniser notre programme, nos mesures, etc. Mais je pense que nous n'avons plus de projet qui fasse rêver. Il faut bien voir qu'à l'époque du film, le rêve, c'était que ce qu'on pensait être le bonheur en Union soviétique, on s'est bien trompé, devienne le bonheur dans notre pays. Puis tout ça s'est écroulé, l'écroulement des pays de l'Est, du socialisme réel, comme on disait à l'époque. Et à partir de là, comment on reconstruit un projet ? Georges Marchais avait eu une intuition forte lorsqu'il avait parlé du socialisme à la française. Comment reconstruire un projet correspondant à la société française. Adapté, correspondant aux aspirations de notre peuple, dans sa diversité, etc. Et puis on a cherché des moyens de mutation, etc. Mais j'ai l'impression qu'on a... Et j'en porte une part de responsabilité, puisque j'ai dirigé ce parti pendant 9 ans. On n'a jamais été au bout de cet effort de rénovation de notre projet. Ce n'est pas une question de fonctionnement, parce que le fonctionnement, oui, on s'adapte, on ne vit pas tout à fait comme on vivait dans le temps, il n'y a plus les permanents, il n'y a plus tout ça, mais ça, on s'adapte. Mais je pense qu'on ne va pas au bout d'un véritable renouveau de notre projet. Le score, le vôtre, à la présidentielle de 2017, c'est 1,96% des voix. Comment vous expliquez ce déclin ? Comment on est passé en 69 de presque 22%? Ce que je viens de vous dire. Et puis enfin, en 2007, c'est l'échec aussi d'une démarche de rassemblement. Nous sommes à l'initiative, avec d'autres, de la magnifique campagne contre le traité constitutionnel en 2005. Nous décidons, nous le Parti communiste, je décide d'ouvrir notre temps d'antenne, on était les seuls à avoir un temps d'antenne, à toutes les autres forces du non de gauche. Nous retrouvons Mélenchon, Besancenot et des tas d'autres sur les mêmes estrades. Donc il y a une dynamique formidable, le non gagne. Et on n'est pas capable de présenter un candidat commun à toutes ces forces au moment de la présidentielle. Au rebolote, on fait le front de gauche, on a un candidat commun, avec Jean-Luc Mélenchon, le front de gauche
Ouais. Voilà, chacun repart de son côté. Voilà, tant qu'on n'arrivera pas à être partie prenante d'un rassemblement, pas être à l'origine, parce qu'on pense toujours qu'on va tout faire tout seul, qu'on va être les rois de tout ça. C'est pas vrai, c'est fini tout ça. Bon, il faut qu'on soit modeste. Il faut qu'on travaille à être partie prenante d'un rassemblement qui pourrait prendre la forme d'un front, d'un truc comme ça. Ça n'empêche pas de rester communiste, de rester France Insoumise, etc. Mais il faut qu'on se rassemble. Le rassemblement. Voilà. Guillaume Roubaud-Kouachi, est-ce que le déclin électoral veut forcément dire la fin? Est-ce que ça annonce la fin? Peut-être 2-3 choses là-dessus, sur ce déclin électoral. Il est manifeste, il est très rapide à partir de la rupture du programme commun. Et en quelques années, en réalité, le Parti communiste, qui était la première force à gauche depuis la Libération, va se réduire à... On aura 6% déjà en 1988. Ouais. Déjà, donc le gros se fait là, en réalité. Comment on explique cette érosion? Eh bien, alors, souvent, on met en avant des raisons politiques qui sont justes. Moi, je pense qu'il y a des raisons qui sont plus liées à l'économie et à la société. Je vais en dire un tout petit exemple. En réalité, dans les grands endroits d'implantation forte du Parti communiste, il y a souvent de grandes usines, de grands lieux de production qui sont là, où les communistes sont forts. Et ces communistes-là sont très organisés. Ils se battent et ils obtiennent un certain nombre de victoires. Et puis, à partir des années 1970, ces communistes vont se battre avec d'autres, avec tous les syndicalistes, avec de nombreux salariés. Ils vont se battre plus fort et mieux que ceux qui sont moins organisés que les autres. Et ils vont perdre. Parce que c'est ça, les années 1970-1980, c'est la situation de désindustrialisation absolument massive qui est un signal terrible envoyé à l'ensemble du monde du travail. C'est les plus organisés d'entre vous, ils se battent plus que vous, ils sont mieux organisés, ils sont très forts. Et ils perdent, parce que regardez à quoi ressemble aujourd'hui le paysage industriel de toute la région parisienne. La plupart de ces grandes usines ont disparu. Et ça, je pense que ça envoie un message, comment dire, dans toute la société qui consiste à dire l'engagement, c'est pas nécessairement efficace, mieux vaut que vous vous débrouillez tout seul. Donc je crois que ces raisons économiques et sociales-là, elles ont joué beaucoup dans le déclin électoral et militant du Parti communiste dans les années 1970-1980, et ça s'est évidemment aggravé. Et de ce point de vue, un dernier mot, c'est que, effectivement, il y a ce film, mais dans les années 70 qu'évoquait Marie-Georges, il y a un grand espoir avec le programme commun. Chez beaucoup de communistes, on se dit, bientôt, le socialisme va commencer, parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette histoire-là. Il y a la démocratie avancée, puis le socialisme. Et normalement, ça va se jouer dans quelques jours, quelques semaines. C'est évidemment extrêmement stimulant pour agir, pour intervenir. En 2005, on retrouve ça de manière un peu défensive, parce qu'il s'agit de faire échec. Ah, mais néanmoins, il y a cette idée que là, on va agir, on va s'organiser et on va gagner. Et je pense que tous ensemble, on va gagner. Exactement. Et je pense que de ce point de vue-là, l'horizon d'une victoire, l'espoir de pouvoir gagner, l'idée que le matin, quand on va se lever pour militer, ça va être utile à un grand projet qui va être victorieux, je pense qu'évidemment ça, c'est quelque chose qui a été le moteur de l'engagement communiste pendant très longtemps, et y compris au plan électoral. Et si finalement, j'entends toutes ces explications, mais si ça s'expliquait aussi simplement par la présence de la France insoumise? C'est pas la présence de la France insoumise. Ce que tu viens de dire montre que ça remonte bien avant la création de la France insoumise. Mais n'empêche que la France insoumise, c'est formidable aussi. Puisqu'il y a des tas d'hommes et de femmes de toutes les générations qui ont envie de se lever, qui ont envie en effet d'être des insoumis, qui ont envie de proposer quelque chose. Donc pour moi, c'est pas un concurrent, c'est pas un adversaire, c'est faisons du commun avec eux. Voilà. Alors le commun, ça demande un pas de chaque côté. Hein. Alors j'ai eu plutôt l'impression ces dernières semaines que c'était plutôt une claque de chaque côté. Bon, mais si on continue à faire ça, on va n'importe comment s'écrouler les uns et les autres. On peut se suicider, c'est un choix. Mais enfin bon, il faudrait mieux éviter parce qu'il y a quand même besoin d'être aux côtés des couches populaires, de recréer ce que tu disais, une alternative. Voilà, l'idée qu'on va aboutir un jour quand même à une alternative réellement de gauche, etc. Donc moi je prends au positif tout ce potentiel humain qui est derrière ce mouvement de la France insoumise. Et puis il y a le potentiel humain des militants et militantes communistes. Et bien travaillons ensemble. Camille Lenné, pourquoi avoir choisi le PCF et non pas justement la France insoumise plus neuve, peut-être plus jeune, peut-être aussi Vous vous êtes posé la question ? De toute façon, moi j'ai adhéré en 2009, donc la France insoumise. Mais non, après, moi non plus, j'y vois pas forcément une concurrence avec... Vous pourriez très bien être dans les deux ?
Après, moi, je suis communiste et en fait, je tiens à le rester. Donc, je vais rester à la JC et au PCF. Mais ça n'empêche pas que on a fait quand même la campagne de Mélenchon, y compris, moi, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon. J'ai fait sa campagne sans aucune réserve. Donc voilà, mais je pense que la question, c'est pas de se demander si les communistes doivent être insoumis ou doivent aller à France Insoumise. Je pense qu'effectivement... Mais alors, quelle différence vous faites entre les deux? Après, les différences, elles sont... Alors, je pense qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, parce qu'il y a certainement des sujets où ça coince, mais après, c'est juste que nous, on est dans une structure et eux, en fait, ne sont pas dans la même structure, quoi. En tout cas, sont dans la France Insoumise se véhicule comme un mouvement qui, du coup, n'est pas structuré. Alors que nous, on est un parti politique, mais du coup, ça n'empêche pas de pouvoir faire des choses ensemble, avec chacun son identité. Moi, je pense qu'on peut très bien, et y compris, on l'a fait quand même pendant la campagne, et on l'a fait aussi... alors, la France Insoumise n'existait pas encore, mais en 2012, je pense qu'on a fait une très belle campagne électorale et c'était quand même, y compris, on a quand même rassemblé beaucoup de gens et moi je connais en tout cas beaucoup de jeunes communistes et de fédérations d'ailleurs de jeunes communistes qui se sont recréés en 2012 sous cette dynamique. Donc je pense que en fait les choses elles sont pas perdues et c'est sûr que en réalité les petits, on va dire, je vais appeler ça embrouille, quoi, on va dire, mais ne concernent et ne parlent qu'à des gens du cru et des gens qui sont... parce qu'en fait, les vrais gens, les gens qui sont dehors, s'en foutent. Non, parce que, bien sûr, ça concerne les entourages, les phrases assassines balancées de chaque côté, ça concerne bien sûr les entourages, les adhérents, mais ça crée du désespoir parmi ceux et celles qui ont envie du changement. Moi, hier, à la manif, j'ai rencontré une dame qui était en larmes parce qu'elle avait assisté à une dispute entre quelqu'un de la France Insoumise et quelqu'un du parti. Elle était en larmes, en me disant on ne va jamais y arriver si vous... Mais est-ce que vous pouvez comprendre que les citoyens ne comprennent pas, justement? Mais bien sûr, oui. mais je suis entièrement d'accord avec eux. Moi-même, je ne comprends pas. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la fin aussi des partis politiques? Est-ce que la France Insoumise ne représente pas quelque chose de plus novateur? Mais ils vont devenir un parti dans peu de temps. Mais oui. Ils vont devenir un parti. Vous le pariez? Pourquoi? Parce que pour mener le combat politique, comme tu le disais, il faut discuter, il faut construire, il faut élaborer, et puis après, il faut s'organiser. Si on décide de faire un débat, un meeting, une rencontre, il faut s'organiser. Et donc, petit à petit... ces mouvements vont se structurer, mais ils en ont besoin. D'ailleurs, quand vous parlez avec les dirigeants de la France Insoumise, ils en sont parfaitement conscients et d'accord. Ils iront certainement vers la création d'une structure. Alors, peut-être qu'ils n'appelleront pas ça parti, ils appelleront ça mouvement, mais ils se structurent automatiquement. Parce que nous, on n'est pas un parti. Enfin, en fait, il y a le PCF, mais le Mouvement Jeunes Communistes de France est une organisation, c'est un mouvement, c'est une association, loi 1901, mais ça n'empêche pas qu'on est structuré, etc. Et évidemment qu'il y a besoin de structure, donc je pense qu'ils y viendront aussi, c'est évident. Alors, on va avancer un tout petit peu avec ce rituel bien connu des gens qui suivent le Parti communiste français. C'est la fête de l'humanité. Est-ce que c'est pas un rituel un peu désuet, Guillaume Roubaud-Kouachi? Ça, c'est un point de vue que chacun est libre d'avoir, mais en tout cas, il semble que ce ne soit pas le point de vue d'un demi-million de personnes, puisque ça reste aujourd'hui le plus grand rassemblement populaire festif de cette nature. Je me permets de vous couper tout de suite. Est-ce que les gens, finalement, alors c'est vrai, beaucoup de gens viennent à la fête de l'UMA tous les ans. Est-ce que finalement, les gens ne viennent pas plus pour écouter de la bonne musique que pour suivre les débats qui se déroulent tout au long de ces 3 jours? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le Parti communiste, très tôt avec l'Humanité, a décidé d'en faire une grande fête populaire qui n'était pas ouverte simplement aux militants du Parti communiste. Et l'idée, effectivement, d'avoir un grand temps festif à un prix le plus raisonnable possible et qui offre, parce qu'il y a aussi une ambition de culture pour tous aussi qui s'exprime là-dedans. Et donc, évidemment, depuis longtemps, il y a effectivement des Françaises, des Français, des étrangers, des gens qui vivent ici, qui participent à la fête de l'Humanité pour des raisons qui ne sont pas exclusivement politiques, c'est certain. Mais en même temps, tout le monde sait où on met les pieds. Ce que je veux dire par là, c'est que si c'était une autre force qui l'organisait, si c'était par exemple le Front National qui organisait une fête et qui vous proposait d'aller à des concerts, vous n'auriez pas le même public, c'est absolument certain. Donc évidemment que tout le monde ne va pas forcément pour écouter les débats, etc. Mais tout le monde sait où il est. Puis je précise que ce n'est pas la fête du Parti communiste, bien sûr. C'est la fête d'un journal, l'Humanité. Fête de l'Humanité. C'est un journal qui a une magnifique histoire, qui est un journal d'opinion, qui l'assume, etc. Bon. Et donc, le journal rassemble une diversité dans son public. Oui, il y a des gens qui viennent pour aller voir tel ou tel chanteur, groupe, etc. Mais ils traversent les allées.
Et c'est ça qui est extraordinaire. Ils s'arrêtent à un stand, ils viennent consommer un demi, un café ou autre chose, bon, ou manger. Et puis, il y a les militants communistes qui sont là pour servir, mais aussi pour débattre. Et donc, le contact se fait entre la fête, à la différence d'un autre festival. Vous allez entendre des chanteurs et puis vous parlez politique parce qu'on vous arrête dans un stand, parce qu'il y a un débat, vous tendez l'oreille sur un débat, etc. Donc, ça a une atmosphère particulière. Et puis, c'est ce bénévolat. Moi, je suis toujours... moi, j'étais mangée à la fête du Tarn, là, au stand du Tarn. Et quand je voyais le nombre de militants et militantes qui étaient organisés pour répondre à la demande des centaines de consommateurs au restaurant, je me dis, c'est aussi, bon, c'est une belle fraternité, quoi. Il y a une belle chaleur humaine, quand même. Jean-Luc Mélenchon n'y était pas, il était pourtant invité, on lui a très largement tendu la main. Comment vous expliquez cette absence, Marie-Georges Buffet ? Sa présence, la dernière fois, n'a pas été complètement bien vécue par certains, une minorité, hein. Vraiment une minorité, parce qu'il a fait un enfin là, on l'attendait quand même. Hein. Il a fait un très beau débat à l'Agora l'année dernière, mais enfin, on a quelques individus imbéciles avaient quand même maltraité le stand du parti de gauche, etc. Donc voilà, bon, mais c'est pas grave. Hein, je dis à ceux qui râlent parce qu'il n'était pas là, je dis vous devriez vous réjouir, comme ça il vous a pas volé la vedette. Est-ce que finalement la France insoumise, Guillaume Roubou-Kouachi, n'est pas en train de siphonner tout simplement les militants communistes ? Alors d'un point de vue militant, a priori, il n'y a pas eu de grands passages de l'un dans l'autre pour l'instant. Il y a eu quelques départs, effectivement, de militants, mais pour l'instant... Les communistes restent communistes et les insoumis sont des insoumis. Et justement, c'est ça qui fait que la dynamique politique, d'après ce que vous avez dit l'une et l'autre, est intéressante parce que c'est pas une dynamique forcément où l'un va prendre ceux des uns et l'autre ceux des autres. En tout cas, pas d'un point de vue militant. C'est-à-dire que, par exemple, moi je le dis aussi comme enseignant, c'est vrai que je vois auprès de ceux auprès de qui j'enseigne, je vois que la France insoumise, qui a aussi une force de frappe médiatique, une force de frappe oratoire, une force de frappe numérique, a réussi aussi à toucher un public juvénile que jusqu'à présent les communistes n'avaient pas réussi à toucher. Donc je crois qu'il y a des dynamiques qui évidemment ont des rapports l'une avec l'autre, puisque les communistes ont fait la campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2012, en 2017, ont permis aussi par leur signature qu'il soit candidat les deux fois. Bon, mais néanmoins, je crois que les dynamiques ne sont pas, au plan militant en tout cas, des dynamiques qui sont fortement concurrentes. Mais du coup, il n'y a pas une déception quand même, justement, dans le fait de l'avoir soutenu en 2012, en 2017, et finalement de voir que, bon, il ne vient pas à la fête de l'UMA ? Après... Ça vous a touché ? J'aurais préféré qu'il y vienne, c'est sûr, c'est certain. Après, voilà, je pense qu'il y avait aussi des députés de la France insoumise qui étaient là, qui étaient présents avec les députés communistes. Et voilà, après, ce qui est sûr, c'est que je pense que parler de ça et de sa présence, c'était pas non plus se focaliser là-dessus, c'est pas ça qui fait la réussite ou non de la fête de l'humanité. Et ce qui compte, c'est aussi... C'est-à-dire que lui aurait fait un coup médiatique en ne venant pas ? J'en sais rien. Après, est-ce que ça a fait un coup médiatique ? Au final, je pense pas, hein, parce qu'on a parlé beaucoup de la fête de l'humanité. Alors certes, on en a parlé pour son absence, mais on en a parlé aussi de manière globale, et c'est ça l'important. Et puis après, qu'il soit là ou pas, Jean-Luc Mélenchon, l'important, c'est quelles idées ont été portées pendant cette fête de l'humanité. Et c'est ça qui compte. Et y compris, il y avait quand même 550 000 personnes. Et c'est ça qui... Je pense que quand même, c'est important quand même de le rappeler. Et puis voilà, on a fait plein de choses offensives, des débats offensifs. Pierre Laurent a fait un discours offensif aussi sur la grande scène à la fin. Et c'est ça qui compte. Je pense qu'il faut... y compris... Je trouve quand même que sur le terrain, la concurrence entre les deux, enfin nous en tout cas, moi je ne suis pas en train de penser toute la journée que je suis en concurrence avec France Insoumise, et j'ose espérer que France Insoumise c'est pareil. Je pense la même chose. Voilà. Mais par contre, c'est plutôt dans les médias qu'on nous met en concurrence en permanence, parce que en réalité, moi il y a le 21, j'étais dans la rue, le 12 j'étais dans la rue. En fait, il y avait des insoumis aussi, et c'est très bien quoi. Donc vous y serez aussi le 23. Moi, je ne serai pas sur Paris, donc je ne pourrai pas être le 23, mais il y aura certainement des communistes au 23. De toute façon, il y a aussi la marche quand même sur la paix, il ne faut pas oublier. Donc il y a deux choses, faut marcher deux fois en fait. Voilà. Et puis la question du 23, c'est pareil. Moi, quand on me parle du 23 en permanence, je veux dire, moi j'ai voté Jean-Luc Mélenchon en 2017. Après, Jean-Luc Mélenchon, qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas à la fête de l'humanité, moi j'y étais, j'ai fait des choses. Les communistes ont fait plein de choses. Les communistes ont été dans la rue le 21. Et voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus...
mettre les choses en concurrence en permanence. Très bien. Marie-Georges Buffet, est-ce qu'un octobre 2017 est possible ? Je ne le souhaite pas sous la forme, sous la forme répétitive qui correspondait à une période de l'histoire. Par contre, qu'on ait une forme de révolution citoyenne et démocratique dans notre pays, qui fasse que soit portée à la tête de notre pays une majorité de gauche qui soit capable de redonner du pouvoir aux citoyens, de rendre ce pouvoir aux citoyens et aux citoyennes, oui, je pense que c'est possible. Ça va demander beaucoup de travail parce que quand on regarde toute la période électorale qui vient de se dérouler, on voit bien quand même la poussée des idées conservatrices. On parle beaucoup de la mauvaise santé du Front National depuis que... oui, d'accord, mais sa représentante était au second tour de l'élection présidentielle. Donc, les Républicains ont fait des voix. Enfin, je veux dire, il y a donc une... Voilà, donc il faut regagner, au point de vue idéologique, une adhésion à un projet de gauche réel, et puis il faut travailler au rassemblement pour créer les conditions d'une majorité. Si je n'y croyais pas, pourquoi je serais encore là? Enfin, je veux dire, j'ai envie de dire que tout militant ou toute militante, si elle n'avait pas cet espoir, le travail militant n'aurait plus aucun sens. C'est parce que je pense de façon réaliste que c'est possible. Est-ce que, Guillaume Roubaud-Kouachi, est-ce qu'il faut changer le nom du Parti communiste Alors là, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Avec mais la je vous casquette quand même que vous demande m'avez votre avis proposée. sur la question. D'accord. En tout cas, c'est une vieille question qui a touché les communistes depuis longtemps. Et évidemment, elle s'est posée de manière particulièrement frontale lors de la disparition de l'Union soviétique. Et là, il y a eu le principal parti communiste d'Europe occidentale, le Parti communiste italien, qui était encore plus important du point de vue électoral et encore plus d'un point de vue militant, qui lui a fait le choix de devenir autre chose qu'un parti communiste. Et bon, en tout cas, d'un point de vue communiste, si on regarde du point de vue historique, disons, ce choix-là, quand même, ce changement de nom a amené à un changement de politique en réalité, puisque ce parti communiste italien est devenu tout à fait autre chose qu'un parti communiste au sens où on l'entend, disons, traditionnellement, et au sens où on peut l'entendre par rapport à l'ambition. Il y a un film qui est sorti là, il y a peu, qui s'appelle Le Von Karl Marx. Bon, le rapport avec ceux qui dirigent, ce qui reste du parti communiste italien, et cette ambition-là, démocratique profonde, qui est celle qui est portée par ce jeune Karl Marx, là, qui a écrit le manifeste du parti communiste en 1848, il y a un monde, je pense, qui sont maintenant de deux univers qui sont quand même très éloignés l'un de l'autre. Dernière question, Camille Lenné, est-ce qu'on parlera encore du Parti communiste en 2117 ? J'espère bien. J'espère bien qu'on en parlera encore. Et puis, il ne suffit pas d'en parler, encore une fois. C'est que j'espère surtout qu'il y aura des communistes encore actifs, mais peut-être qu'en 2117, on aura pris le pouvoir. Hein. C'est ça, il faut se dire ça. Il faut savoir écouter l'herbe qui pousse, a dit un jour Karl Marx. À bon entendeur, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette très belle émission. Rendez-vous très bientôt avec un nouveau film et un nouveau débat.